cette matinée va se dérouler en 3 temps. On aura une première partie qui sera dédiée à l'innovation, avec une introduction faite par Philippe Brun, qui est en charge du bureau innovation à MIAI et qui est également responsable du service transfert et partenariat à l'INRIA. Ensuite, on aura une projection vidéo, une vidéo documentaire qui a été réalisée avec des startups issues des laboratoires partenaires de MIAI qui ont reçu le label Innovation MIAI 2022. Cette vidéo sera suivie par une table ronde avec les représentants de ces startups. Et cette table ronde sera animée par Tatiana Balieva de Skopje et Philippe Vixorek, qui est responsable du partenariat et innovation aminalogique et qui est membre du bureau innovation à MIAI. Ensuite, on marquera un temps de pause et on enchaînera sur une session dédiée à nos doctorants avec des présentations de 5 minutes qui seront suivies par des prix qui seront alloués aux meilleures présentations. Et on va conclure cette 3e édition avec le directeur de notre institut, Éric Gossier. Voilà. Pour la pause déjeuner, elle se déroulera en haut, en salle, au Salon Mont-Blanc. Merci beaucoup. Et là, je vais passer la parole à Philippe. Merci Manaëlle. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière session. Donc on va parler d'innovation et en particulier de ce qu'on fait au sein du MIAI sur le volet innovation, en se disant toujours qu'on a soin de garder le mot-clé IA toujours dans notre tête pour ne pas réinventer de nouvelles choses, comme je vais essayer de vous l'expliquer. Voilà. Quelques mots sur le... C'est bon. Quelques mots sur le bureau innovation. Donc ce bureau, il est constitué maintenant depuis presque 3 ans. On a fait évoluer l'activité et il est on a essayé d'avoir une représentation d'un maximum, je veux dire, de structures sans dépasser un nombre de personnes trop important, parce que sinon on ne peut plus travailler. Voilà, ce n'est pas un bureau de représentation, c'est un bureau où on mène des actions, donc on a besoin de pas trop être nombreux non plus. Donc on a des représentants de structures on va dire, de maturation, incubation technologique, comme l'ASSAT Lincium ou moi-même. Je reviendrai après sur ce qu'on fait sur les sujets start-up, par exemple. On a des représentants une représentante de l'école Grenoble École de Management, Sylvie Blanco, qui a d'ailleurs précédemment dirigé le bureau. Merci Sylvie. Des représentants de pôles de compétitivité et de Carnot, d'Institut Carnot. Voilà. Donc vous verrez Philippe Vixorek tout à l'heure qui sera sur la table ronde. Donc lui, il est au sein du pôle minalogique. Les représentants de la SAT Lithium, j'en ai parlé. Et puis on a intégré quelque chose qui nous semblait important pour couvrir un peu à la fois toutes les populations et puis les types de projets qui pouvaient émerger, avec des représentants de structures telles que le Pépitosé, qui est dédié à l'entrepreneuriat étudiant sur le campus. Et ça fait aussi bien le lien avec une grande population à Grenoble, qui est la population étudiante de l'Université Grenoble-Alpes. Voilà. Donc, en résumé, ce qu'on mène comme travaux dans le bureau, au début, on a mené un travail de structuration sur nos actions, avec quelque chose qui nous semble très important, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, maintenir le cap sur le fait qu'on travaille sur les sujets IA et pas sur autre chose, parce qu'il y a énormément de structures et de programmes et de projets, et on ne veut pas faire de la redondance, on ne veut pas réinventer des nouvelles choses, des nouvelles structures ou des nouveaux process. Ça, c'est quelque chose qu'on garde tout le temps en tête. Et puis le travail qu'on fait maintenant, c'est plutôt un travail de fond et un travail de sensibilisation et de divulgation. Voilà. Donc, sur le travail de fond, je vous illustre par des cas précis pour vous montrer ce qu'on fait. Depuis maintenant plus d'1 an, on fait un screening de projets de recherche et de projets, on va dire, R&D et innovation. Par exemple, des projets qui s'appellent IRGA, qui sont financés par l'Université Grenoble-Alpes, ou les projets de chaire qui sont dans l'Institut IA, le MIAI. On fait un screening de ces projets en regardant les mots-clés, et ensuite on fait des échanges, on met en place des échanges avec les porteurs ou les personnes, les scientifiques qui travaillent dans ces projets.
Et sur la base de quelques questions très simples, on essaie de leur faire exprimer ce qui pourrait être leurs souhaits ou leurs besoins en termes d'innovation au sens très large. On n'est pas du tout axé sur la création de start-up ou quoi que ce soit. Bien sûr, c'est un des axes et il y a des projets qui vont là-dessus. Mais on parle aussi de diffusion, si c'est du logiciel, diffusion par open source, par exemple. Il y a des collègues qui font émerger des questions justement sur qu'est-ce que je peux faire de mon logiciel, comment je peux le diffuser, ou des questions un peu techniques avec des brevets. Voilà, tout type de diffusion. Comment je pourrais continuer mon projet derrière? Aujourd'hui, c'est un projet de recherche. Comment je pourrais avoir du partenariat industriel, avec quelle entreprise, etc. Voilà. On essaie de vraiment plonger dans les sujets et d'essayer de rendre un service aux scientifiques qui travaillent sur ces projets et de les accompagner sur leur projet, mais plutôt sur la suite de leur projet. Voilà. Donc ça, c'est un exemple sur le travail de fond qu'on fait sur ce qu'on appelle dans le jargon des métiers d'innovation, la détection. Et puis tout ce qui est support aux projets d'innovation. Et puis l'autre volet, qui est beaucoup porté par Philippe et Sylvie, qui concerne la dissémination et puis la sensibilisation à ce que c'est que l'intelligence artificielle et beaucoup sur les aspects sociétaux, quoi. À quoi ça sert, quelles sont les contraintes, quelles peuvent être les problématiques qui se posent, etc. Et donc là, il y a un gros travail aussi de fond pour détecter des sujets, et ces sujets sont portés dans des webinaires. Donc il y a plus de 20 webinaires qui ont été faits ou qui sont en cours, et puis je crois qu'il y en a 11 qui sont prévus cette année. Voilà. Quelques chiffres, là, on ne va pas vous assommer avec les chiffres, mais au sein du MIAI, il y a 89 partenaires privés. Au niveau des contrats, puisque les contrats, c'est aussi un élément très important du MIAI, ça a dû vous être expliqué avant, mais ça permet aussi notre fonctionnement et le financement de l'Institut, avec bien évidemment des indicateurs qui sont donnés à l'ANR et les financements qui sont donnés en retour sur en partie cette base de contrats avec l'industrie. Donc il y a une grosse masse de contrats, plus de 150 contrats de collaboration de recherche qui sont rattachés à l'Institut IA. Voilà, je vous laisse. Je ne parlerai pas des montants financiers qui vont avec. Enfin, c'est affiché au niveau de la propriété intellectuelle, qui est vraiment liée à la production scientifique. On fait un effort là-dessus d'afficher les choses et aussi d'avoir du conseil sur les aspects à la fois brevet et logiciel, surtout qu'on est dans un domaine où justement le brevet n'est pas forcément si facile à déposer, et donc avec un fort aspect logiciel, en fait on voit qu'on a un nombre de brevets qui n'est pas ridicule au sein du MIAI. On a aussi un effort sur les logiciels, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un vrai logiciel, etc. On voit qu'on a 13 dépôts à l'APP, mais en fait il y a beaucoup plus de bases logicielles qui sont développées. Il y a encore un effort à faire là-dessus et on va le poursuivre. Voilà. Et donc, pour faire la transition avec la suite, donc on a réalisé une vidéo sur les startups que vous voyez affichées là. Et un travail qu'on a fait cette année, c'est de mettre en valeur et d'essayer d'apporter aussi un outil de mise en visibilité de startups qu'on a labellisées. Alors, on a fait tout un travail sur les critères de labellisation de ces startups en IA ou qui utilisent de l'IA. Donc vous allez voir ces startups à travers une vidéo qui va suivre, et on leur a délivré donc un label, et on va poursuivre ce travail avec des startups qui sont dans notre environnement proche, hein, le MIAI, il y a la Satlincium, il y a eu plusieurs startups qui sont passées ou qui sont dans la Satlincium, et puis on va poursuivre ce travail. Pelican Health, c'est une société de médecine de précision qui s'intéresse au microbiote intestinal. Et pour ça, on a développé un dispositif non invasif permettant le prélèvement du liquide intestinal in situ. À Pelican Health, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur.
MySmartMove, c'est une solution de capture et d'analyse précise du mouvement qui propose des feedbacks personnalisés aux acteurs du sport et de la rééducation. ImoFace, c'est une jeune entreprise innovante qui développe des outils numériques pour aider les personnes qui ont des difficultés dans les interactions sociales à entraîner leurs compétences sociales. Nous commençons par exemple avec les personnes autistes. Nous créons pour eux des activités où ils vont interagir avec des avatars 3D capables d'exprimer des émotions. TwinSight a pour ambition de révolutionner la chirurgie orthopédique en utilisant la simulation numérique biomécanique et l'intelligence artificielle pour générer automatiquement le jumeau numérique orthopédique de chaque patient. Spook, c'est une start-up qui développe un logiciel qui permet de rajouter des effets visuels dans les vidéos que vous allez publier sur les réseaux sociaux, et ceci de façon simple. Le projet MySmartMove, il a été initié il y a 7 ans par des chercheurs du laboratoire TeamC de l'Université Grenoble-Alpes. Et donc il a été maturé et incubé par la SATT Lynxium. Ça a abouti à la création de MySmartMove il y a 1 an. L'idée d'ImoFace est apparue pendant ma thèse en informatique à l'Université de Grenoble-Alpes. Et elle a démarré vraiment avec l'incubation chez Lynxium-SAT. En 2017, l'entreprise a été vraiment créée en 2020. Ces 15 derniers mois, depuis la création, on a sorti la première version de notre logiciel. On a mis en place tout ce qui était infrastructure pour le site web, pour notre serveur, pour la gestion des licences. Ensuite, on a eu nos premiers clients. TwinSight a été créé il y a 2 ans à peine et nos solutions sont déjà utilisées par certains industriels fabricants de dispositifs médicaux. Pelican Health, c'est une société qui a été fondée maintenant il y a 2 ans. On s'apprête à fêter notre anniversaire. On est issu du laboratoire TeamC et de 5 ans de recherche sur notre dispositif médical, sur l'étude du microbiote intestinal. L'IA telle qu'on utilise, on utilise des réseaux de neurones pour détecter les visages et puis les traits du visage dans les vidéos. Pour l'instant, on n'utilise l'IA que pour les visages, mais dans un avenir très proche, on va aussi faire de la détection et puis de la segmentation sémantique, c'est-à-dire localiser précisément des tas de choses dans la vidéo, des personnes, des animaux, des véhicules, etc. Et ça, on a besoin forcément de l'IA puisque c'est la chose qui est difficile à faire manuellement. Il est important que l'intelligence artificielle soit présente dans le développement de nos produits pour permettre à nos clients d'avoir des solutions automatiques et scalables dans la génération automatique de jumeaux numériques. Disposer de l'intelligence artificielle est aujourd'hui devenu un must-have dans le médical et c'est plutôt de ne pas l'avoir qui serait un frein au développement de TwinSight. Notre technologie est une technologie de rupture. Rien ne se fait actuellement sur le prélèvement non invasif du microbiote intestinal qui génère énormément de données. Et là, l'IA a tout à fait sa place pour nous aider à vraiment bien analyser, à comprendre ces données hétérogènes. Notre technologie constitue un différenciateur parce que nous travaillons dans le domaine des compétences psychosociales, dans l'idée de les travailler en utilisant un contenu visuel très riche qui permet de généraliser ces compétences. Sur notre secteur de la captation et de l'analyse du mouvement à destination des acteurs du sport, notre technologie est un différenciateur très important puisqu'elle est utilisable dans tous les environnements. Notre principal concurrent aujourd'hui, c'est ne rien faire. Le fait d'avoir démarré les activités d'ImoFace à Grenoble nous a donné beaucoup d'opportunités. Actuellement, nous sommes au Tarmac. Nous sommes aussi labellisés MIAI. Être entouré, ça nous permet de poser les bonnes questions à des personnes qui ont l'expérience et l'expertise afin de mieux se projeter dans le futur. Nous sommes ici à Biopolis et étant à Grenoble au cœur d'un écosystème très riche regroupant des cliniciens avec le Suga, des chercheurs au laboratoire TeamC, Predimed et ce pôle MIAI qui permet à TwinSight de renforcer sa dimension intelligence artificielle. Le fait d'être au cœur de l'écosystème grenoblois est un élément déterminant pour nous, à la fois par l'accès aux formations et aux étudiants que l'on va embaucher dans le futur. Toute la notion d'industrie du futur autour des capteurs, autour de l'intelligence artificielle, et donc notre labellisation MIAI est un élément très important. Grenoble est un écosystème très important de la medtech en général, donc c'est totalement notre cœur de métier. De faire partie de MIAI pour nous est une opportunité d'avoir un label important au niveau national et qui est en train de se développer à l'international
pour nous crédibiliser dans notre gestion, dans notre analyse de nos données issues de la collecte de nos dispositifs médicaux. Alors, le fait d'être associé à MIAI, ça c'est une garantie de sérieux, de qualité qu'on peut afficher, donc c'est une étiquette qui est super importante. Et puis c'est aussi la possibilité d'aller parler directement aux autres membres de MIAI qui sont des sociétés reconnues et nationalement et internationalement. Nous sommes actuellement en levée de fonds et plutôt que finalement d'avoir de l'IA comme un atout, ça serait en fait de ne pas en avoir qui serait un handicap. La notion d'intelligence artificielle est quelque chose qui est très attendu par les investisseurs sur les premiers contacts qu'on a pu avoir. C'est un élément déterminant dans l'accès aux fonds. Pelican Health a eu la chance d'être lauréate du concours iLab, qui est vraiment une source de subvention importante pour le démarrage d'une société. Maintenant, nous sommes dans une phase de développement. Nous allons rechercher 1 million d'euros en 2023. Ici, le label MIAI va être vraiment un poids conséquent pour aller convaincre les investisseurs de nous suivre sur ces thématiques. Nous sommes actuellement dans la préparation d'une première levée de fonds qui est plutôt pour financer des étapes dans le développement commercial. Et ensuite, nous préparons une deuxième levée qui sera plutôt axée sur des démarches R&D, sur le côté IA et études cliniques. Et c'est ici que le côté IA va constituer un vrai levier. On envisage dans les prochains mois de faire une levée de fonds et pour ça on s'est beaucoup préparé, on est presque prêt. Et le fait d'utiliser l'IA, c'est important parce que ça montre aux investisseurs qu'on est dans l'innovation. Et si on n'utilisait pas de l'IA en faisant de l'image et de la vidéo, on ne serait pas dans le coup, quoi. Aujourd'hui, nous avons très concrètement une application qui travaille les émotions de base, qui cible les professionnels de santé et les familles. Nous avons déjà, dans un premier temps, créé une solide communauté autour des familles, mais aussi autour des professionnels. Nous sommes très présents dans les salons spécialisés. Nous travaillons beaucoup pour être en contact avec les grandes associations et avoir des partenaires stratégiques d'un point de vue scientifique et d'un point de vue d'accès au marché. Nos solutions logicielles sont déjà commercialisées auprès de certains industriels fabricants de dispositifs médicaux et la stratégie de commercialisation combine des services de développement personnalisés avec l'accès à une plateforme logicielle SaaS. Sport et blessures font vraiment bon ménage, donc les kinés sont nos premiers marchés en parallèle avec les sportifs de haut niveau avec lesquels nous travaillons sur des aspects de prévention de la blessure. Actuellement, on a déjà une première version du logiciel qui tourne sur Windows et qui s'adresse plutôt au grand public. On veut aller plus loin en rajoutant de l'IA pour faire des choses encore plus automatiquement dans la vidéo et on va commencer à développer une version mobile, smartphone, de notre produit. À la base, le logiciel, c'est vraiment pour le grand public, mais on espère avoir une communauté importante qui pousse cette utilisation vers le B2B. Notre première génération de dispositifs est actuellement en phase d'essai clinique. Donc un dispositif médical, pour être commercialisé, doit d'abord être labellisé via des marquages, notamment en Europe, le marquage CE. Pour ce, il faut passer par les études cliniques, ce que nous sommes en train de faire. En attendant, nous sommes actifs via des phases de collaboration dans des essais cliniques. Une fois le marquage CE obtenu, en 2025, nous pourrons pleinement commercialiser notre dispositif auprès des CRO, auprès d'hôpitaux, auprès de sociétés et d'universités. L'ambition de Spooks, c'est de devenir le couteau suisse, sans parler de vidéastes, des personnes qui vont produire des petites vidéos de 10-15 secondes pour mettre sur les réseaux sociaux. Notre ambition, c'est d'arriver à ce que chaque patient puisse disposer de son jumeau numérique orthopédique pour ne plus être son propre cobaye. Alors on va commencer par certaines articulations comme le genou, mais on aimerait l'étendre à d'autres parties du corps. Notre ambition dans 5 ans est de proposer des applications cliniques permettant à des patients d'être mieux suivis, d'être mieux diagnostiqués. Nous avons l'ambition d'être le leader mondial du prélèvement in situ du microbiote intestinal. La vision d'Imoface est de devenir le leader mondial dans la création d'outils qui aident les personnes avec des difficultés dans les interactions sociales. Sur cette route, aujourd'hui, nous sommes déjà dans le segment de l'autisme et ensuite nous avons des étapes bien définies d'un point de vue clinique
pour adapter les outils aux autres segments et ensuite de se lancer également dans l'éducation. On considérera qu'on a atteint notre objectif quand on sera leader sur le marché de l'analyse précise du mouvement sur le marché européen. Ces dernières années, il y a eu des tas de bouleversements et de verrous qui ont été levés par l'intelligence artificielle. Donc ça serait vraiment dommage que le grand public n'en profite pas. Dans le domaine médical, il y a de plus en plus de startups qui intègrent l'intelligence artificielle. Cela devient incontournable pour gérer l'ensemble des données qui sont de plus en plus précises, les imageries de plus en plus complexes qui permettent d'accéder à une médecine personnalisée. Aujourd'hui, c'est très important pour nous d'avoir une filière qui se développe, et notamment localement, pour pouvoir recruter des gens capables d'aller développer des algorithmes, développer des nouvelles méthodes d'intelligence artificielle pour permettre d'accélérer la recherche et le diagnostic. Voilà, on reviendra aux startups juste après. Et pour faire une petite transition, là on a parlé de l'écosystème et donc ces startups qui évoluent dans l'écosystème grenoblois et l'écosystème du MIAL qui s'appuie sur ce que fait le MIAL et les laboratoires en intelligence artificielle du site de Grenoble à l'université et d'autres laboratoires. Encore une fois, ce qu'on fait dans le bureau s'inscrit complètement là-dedans. Avec des outils qui sont dédiés en particulier à la détection et au développement des startups. Donc ces outils, il y en a certains qui sont intégrés dans les dispositifs ou les structures académiques, on va dire, hein, comme Pépitosé, Incubagem ou INRIA Startup Studio. Ce sont des dispositifs complètement intégrés dans le milieu académique. On a une structure similaire, par exemple, sur les startups, donc, qui est une SAT, donc une structure majeure pour le site de Grenoble, et il y en a d'autres en France, qui est Linxium, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une structure qui a un statut privé, mais qui est en fait complètement, dont les premiers membres sont aussi les académiques du site, hein, l'université, le CEA, etc. Voilà. Donc Linxium complètement aussi dédié, on va dire, au transfert de technologies issues des laboratoires et en particulier par la voie de la création d'entreprises deep tech innovantes. On a des structures d'appui comme les pôles ou les Carnot. Les Carnot, là, plutôt dédiés à la partie amont et dans les laboratoires et soutenir les partenariats avec les entreprises. Ces entreprises pouvant d'ailleurs être les startups dont on parlait tout à l'heure, parce que ça c'est quelque chose, c'est un peu la boucle est bouclée. Hein. Quand les startups, ça peut être dès leur genèse ou un peu plus tard, parce que c'est pas forcément un sujet facile à aborder quand on est dans une startup, mais de maintenir ou de développer des travaux de recherche et développement avec les laboratoires dont on est issu ou d'autres laboratoires. Et donc ça c'est aussi un travail qu'on mène sur le site de manière très active, quoi. Donc les partenaires académiques, vous allez à gauche, et puis il y a aussi d'autres structures qui sont des structures plus, on va dire, institutionnelles, comme la région ou la French Tech ou BPI France ou Investing Grenoble que vous verrez tout à l'heure. Voilà, donc je vais faire la transition. Ça fait la transition avec maintenant une table ronde. Je vais appeler Philippe et puis enfin les collègues qui sont sur la table ronde. Et donc, vous allez entendre les startups, certaines des startups, en fait. Voilà. Merci. Je vais appeler les participants à me rejoindre, hein, dont vous voyez les noms. La fin de l'année est difficile, puisqu'il y en a 2 qui sont souffrants, grippe, Covid, les affections saisonnières. Donc, Adela ne sera pas avec nous et également on avait prévu que Thomas Sorenzo, que vous avez vu dans la vidéo, soit présent, mais malheureusement il est également souffrant. Tatiana, Mathieu, Pascal, Sylvain et Andrea, si vous voulez me rejoindre sur scène, ce serait parfait. Je manque à tous mes devoirs, je ne me suis pas présenté, donc désolé pour ça. Je suis Philippe Viexorek, je travaille au sein du pôle minalogique.
Donc Minalogic, c'est un pôle de compétitivité dédié au numérique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La raison d'être d'un pôle, c'est de développer les entreprises au travers de l'innovation. Donc on fait beaucoup de relations, de relations avec les labos, pour justement, c'est là où on cherche la technologie. Et également, on accompagne les entreprises sur des gros salons internationaux. Dans l'actualité, c'est le CES de Las Vegas, où on aura 32 entreprises qui viendront, dont certains d'entre vous, je crois. Mais on va en reparler. Je vous laisse peut-être prendre les micros et puis vous présenter brièvement avant qu'on attaque les discussions. Bonjour, Pascal Bertolino, société Spooks. Donc, comme vous l'avez vu, on s'occupe d'images et de vidéos. Merci. Bonjour, je m'appelle Tatiana, je suis responsable de recherche entrepreneuriat chez Scopay, une start-up innovante sur l'intelligence artificielle et les start-up, les données, les bases de données des start-up. Bonjour à tous, Mathieu Rimaud, le CEO et cofondateur de la société Twinside que vous avez pu voir aussi. Donc, nous, on fait des jumeaux numériques pour l'orthopédie. Et en amont de la construction d'un jumeau numérique, on a besoin de travailler sur des images médicales et c'est là où l'IA a tout son sens, pour accélérer les étapes qui sont longues pour chacun des opérateurs. Merci. Andrea Bush, Strategic Inward Investment Manager at Invest in Grenoble Alpes. Je suis plus particulièrement le lead sur la filière énergie et numérique. Sylvain Marnier, je suis donc CTO de la startup MySmartMove. Comme on vous l'a indiqué, nous étudions le mouvement humain à travers des capteurs sur lesquels vous allez trouver de l'intelligence artificielle, mais pas que. Merci. Merci à vous, bienvenue. Le sujet de la table ronde, en fait, on voulait parler un petit peu de... Vous avez vu, il y a des belles pépites en intelligence artificielle à Grenoble. Et on voulait se poser la question de pourquoi à Grenoble, pourquoi des startups IA à Grenoble. Et à commencer, Tatiana va nous... Tes slides doivent être là-bas. Pardon. Va nous présenter un peu quelques... C'est quoi une startup IA ? Qu'est-ce qui distingue une startup IA d'une autre entreprise ? Oui, merci et bienvenue à ce table ronde sur intersection entre l'IA et l'entrepreneuriat. De quoi allons-nous parler dans ce contexte? Et actuellement, nous observons beaucoup de startups en IA dans différents domaines. Mais qu'est-ce qu'une startup de l'IA? Selon une récente étude, on peut identifier plusieurs modèles commerciaux des startups en IA. Le premier, c'est les startups qui développent et fournissent les produits ou services chargés d'IA. C'est les startups qui ont intégré le modèle d'IA déjà entraîné. Le deuxième modèle, c'est facilitateur de développement IA. Dans ce cas, les startups facilitent le développement de l'IA des clients avec les solutions personnalisables ou des interfaces techniques. Ensuite, un autre modèle, c'est le fournisseur d'analyse des données. Dans ce cas, une startup fournit des solutions qui intègrent et analysent diverses sources de données pour l'aide à décision. Et finalement, on peut aussi voir un modèle chercheur deep tech. C'est une startup qui recherche et développe une technologie d'IA pour des problèmes de niche. Ici, vous voyez les technologies et les marchés des startups à Grenoble Métropole et en France. Les deux nuages de monde sont basés sur les données de Scopay sur plus que 9000 startups françaises et 400 startups grenobloises créées après 2010. Et on peut voir que les startups grenobloises sont concentrées sur deep tech, sur les technologies comme l'IA, le IoT, electronics, mais
et aussi l'utilise dans plusieurs domaines comme health tech, energy tech, industry tech et d'autres. Et si on regarde le nage de monde de start-up françaises, on peut voir plutôt les start-up concentrées sur les solutions numériques comme plateforme, AppTech, software, social, e-commerce et d'autres. Et regardons maintenant le panorama des startups de l'IA à Grenoble et leurs caractéristiques. On peut voir que 33% des startups sont les startups deep tech, ce qui est supérieur au nombre de startups deep tech en général en France. 84% des startups sont B2B. Les startups ont enregistré 87 familles de brevets. Et en 2022, ils ont levé 1068 milliards d'euros pendant cette période. Par rapport à la taille de l'équipe, 65% sont au moins 10 salariés, mais il y a aussi les startups plus larges, entre 11, 15 et jusqu'à 500 salariés. Aussi, plus que moitié des startups sont sur le stade de maturité go-to-market, c'est-à-dire la commercialisation de produits. 23% sont early stage, ils sont dans les phases de développement de produits et services. Et finalement, le modèle commercial, on trouve que 46% c'est le modèle de développement et fabrication, et 36% c'est recherche, développement et innovation, les services. Voilà, c'était la courte introduction à notre table ronde et nous pouvons commencer notre discussion sur l'entrepreneuriat dans le domaine de l'IA. Merci beaucoup. Je voulais juste souligner, on a demandé à Tatiana de faire cette introduction parce que Scopeye, c'est une boîte d'intelligence artificielle et toutes les données que vous voyez là, elles sont générées par l'outil de Scopeye qui fait des paysages, quel que soit le sujet. Ils savent screener l'ensemble des startups mondiales et fournir effectivement des paysages tels que celui que vous venez de voir. Donc partant de ce landscape, on va se poser la question on va leur poser la question de pourquoi Grenoble, qu'est-ce qui est unique à Grenoble. On a prévu également, je ne sais pas en régie si vous voulez envoyer le petit QR code, on aimerait bien également recueillir votre avis sur les atouts de Grenoble, particulièrement pour l'IA et particulièrement pour les startups. Donc en scannant ce code-là, vous pouvez rentrer des mots-clés et on va se constituer notre propre nuage de mots aujourd'hui. Donc la parole est un peu à vous. Donc qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Grenoble? Qu'est-ce qui est unique à Grenoble? Je crois que c'est Mathieu, je crois, qui a dit que l'IA n'était pas... Enfin, en gros, c'est devenu un mal nécessaire, c'est plus indifférenciant. Ça m'a interpellé un petit peu. Alors, c'est pas le terme mal nécessaire, mais voilà, je ne sais pas si tu veux commencer. Ouais, en effet, il y a de plus en plus de données, en l'occurrence pour nous dans le domaine du médical. Quand je parlais du traitement des données, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faites avec des personnes qui achètent des licences logicielles, qui cliquent sur des points, et donc c'est des tâches qui sont à la fois chronophages, ça coûte du temps, de l'argent, et c'est un petit peu dans cette logique d'automatisation des choses pour finalement se concentrer sur une vraie expertise. L'expertise est plus dans l'analyse des images plutôt que d'en cliquer des points pour obtenir une forme, ce qui peut être automatisé. Donc c'est à ce moment-là, dans une logique de scalabilité, ce qui est attendu. On parle de robotisation au sens large, mais quelque part, l'IA, pour moi, c'est une façon de robotiser le traitement des données. Et du coup, pourquoi Grenoble? Parce que l'analyse d'image, on en fait ailleurs qu'à Grenoble. Grenoble, il y a aussi une autre chose, c'est que pour faire de l'IA, il y a une autre façon notre dénomination, c'est du machine learning, de l'apprentissage, et pour apprendre, il faut savoir. Et donc, pour nous, il est important aussi du lien avec les laboratoires, qui sont les laboratoires de recherche, les cliniciens, qui sont là pour la mise en application des données, pour que l'on apprenne les bonnes choses. Donc, à Grenoble, on bénéficie, nous étant basés à Biopolis, on est au milieu de l'université, des centres hospitaliers et des laboratoires comme le laboratoire TIMSE, par exemple. Donc, ce que je retiens, c'est une expérience unique par rapport à la médecine, quelque part, ou à l'analyse d'images
que tu trouves à Grenoble et que tu trouves peut-être moins ailleurs? En tout cas, étant né ici, on n'a pas de raison de partir. Donc... C'est un vrai débat, on y reviendra après. D'autres avis sur pourquoi Grenoble, pourquoi vous êtes à Grenoble? Que vous soyez né ici ou importé? Oui, c'est pas péjoratif le importé. Alors oui, je voulais prendre la suite de Mathieu parce que je voulais parler de ça. En fait, moi je suis né pas très loin d'ici. J'étais intéressé par l'informatique. J'ai fait mes études dans une université où l'informatique était bien reconnue et très bien enseignée. Et c'est un cercle vertueux parce qu'en fait, après, je vais travailler dans un laboratoire de recherche pour faire de l'informatique, pour faire de l'image. Et puis, j'ai envie de faire du transfert technologique. Et là, c'est remarquable parce qu'il y a tout sur place. Donc, moi, j'habite ici, j'ai mes amis ici, j'ai ma famille ici. Donc, j'ai juste à traverser la ville pour trouver les compétences, pour avoir accès au réseau et tout ce dont j'ai besoin pour commencer à faire tourner cette société. Si je résume, il faut être né à Grenoble pour monter une start-up à Grenoble? Je suis censé être provocateur sur la table ronde. J'allais intervenir. Je ne suis pas du tout né ici, et même à un endroit, à Lyon, je suis désolé. Par contre, oui, l'entreprise est issue du Team C, donc elle est issue de cerveaux grenoblois. Et pourquoi aller chercher ailleurs? C'est vrai, quand on a tout ce qu'il faut ici. Après, allons chercher ailleurs une fois qu'on aura pu exploiter les cerveaux et mis en œuvre ce que l'on veut mettre en œuvre en IA, quoi. Mais le microcosme grenoblois est vraiment très très intéressant en termes scientifiques et formation, quoi. Ce qui m'interpelle, vous avez tous mentionné le Team C et la SAT, parce que, non, pas effectivement toi, parce que c'est pas ton domaine, mais au moins la SAT. Par rapport au domaine médical, Lyon est quand même hyper reconnu pour ses compétences médicales. Donc ça m'interpelle. Je suis grenoblois également. Hein, donc, allô, médical, on pourrait dire healthcare au sens général, mais il faut distinguer du dispositif médical de la pharmacie, enfin des molécules du médicament. Et là, pour moi, ça se nivelle un tout petit peu, où Lyon a de plus en plus évolué de la pharma vers le medtech. Mais j'ai l'impression que comme Grenoble a une expertise et un train d'avance notable sur Lyon. Avec des boîtes qui sont établies maintenant à Lyon, parce que c'est un peu plus central, c'est un autre sujet qu'on pourra débattre par la suite, mais la pépite initiale, la richesse, la matière grise, elle vient de Grenoble. Il y a énormément d'innovations dans le médical, et on pourrait reciter Team C qui a été pionnier et qui est encore reconnu au niveau mondial pour son côté pionnier. Donc, Team C, vous me corrigez si je dis une bêtise, hein, c'est un dispositif qui fait le pont quelque part entre l'université et le CHU. Non, Team C, pas du tout. Non, Team C, c'est un laboratoire. Voilà. Non, le pont, c'est plus par les SAT qui sont là pour commercialiser, accélérer la commercialisation d'une technologie publique de recherche vers la création de valeur au sein d'une société. Non, le laboratoire Team C, c'est un laboratoire CNRS, si je ne me trompe pas, qui est situé vraiment entre l'hôpital et dans le périmètre de l'hôpital. Et qu'est-ce qui fait que c'est unique pour des sociétés comme les vôtres? Parce que ça fait le lien entre la recherche et les cliniciens. D'accord. Ok. Peut-être je vais donner un point de vue un peu extérieur. Donc nous, à Investing Grenoble-Alpes, nous sommes missionnés pour accompagner et soutenir des entrepreneurs qui arrivent sur le territoire. Effectivement, sur les raisons de venir, on entend beaucoup l'intérêt d'implanter ici parce qu'il y a une concentration juste étonnante d'acteurs qui couvrent toute la chaîne de valeur et dans une proximité géographique assez étonnante. Donc ça, c'est une raison qui revient dans les discours des entreprises. Nous ne bénéficions pas forcément d'une réputation qui est aussi connue que Lyon ou Paris. Il faut le dire que nous, on est entre guillemets en compétition pour attirer du talent sur le territoire avec ces villes-là.
Et sur la réputation de nom, il n'y a pas de concurrence. Grenoble ne peut pas courir. Malheureusement, aujourd'hui, peut-être que ça sera différent un jour, nous sommes plus petites. Par contre, une fois que les entrepreneurs sont ici et ils voient ce qui se passe sur les territoires, ils s'étonnent à quel point on a cette concentration très riche et cette diversité d'activités qui se passent sur le territoire. Parce que quand on parle de l'IA, on parle de toutes les filières finalement. On parle du medtech, on parle de logiciels, on parle aussi de l'IA pour le microélectronique. Donc en fait, cette richesse d'acteurs, c'est l'un des points phares, qu'on trouve parmi les entrepreneurs qui viennent sur le territoire. Tatiana, l'histoire de Scopa est effectivement très grenobloise, donc je pense que vous êtes à peu près sur les mêmes parcours. Oui, exactement. Donc aussi être une start-up qui a un lien avec l'écosystème. On trouve que être dans l'écosystème et collaborer avec les différents acteurs, on a les partenaires de l'industrie, de la recherche, ça aide beaucoup à développer les technologies. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Donc j'entends effectivement un écosystème favorable, effectivement une proximité des acteurs. Ça surprend toujours les gens qui viennent à Grenoble. Hein. Le modèle, alors je parle pour Minologique, on fait partie des grands pôles de la région. Ça étonne à Paris qu'une petite bourgade comme Grenoble fasse autant de belles choses. Et je pense que ça tient effectivement à cette proximité d'acteurs. On se connaît quasiment tous, on se tutoie quasiment tous, on échange peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines ou tous les mois. Et c'est assez unique à Grenoble. Est-ce que vous avez des problèmes de recruter? On a parlé d'expertise. Est-ce que vous trouvez tous les talents à Grenoble? La région est belle, hein, on aime bien skier le week-end et se balader ou faire du VTT l'été. Est-ce que vous avez des soucis de recrutement ou est-ce que vous trouvez tous les talents que vous avez besoin à Grenoble? Moi, il y a encore 2 ans, j'étais au laboratoire Gypsalab. On a cité TIMC. Alors, TIMC, j'ai fait ma thèse à TIMC, donc je connais bien aussi. Au laboratoire pour recruter des jeunes talents. J'ai trouvé que c'était pas trop difficile. Et généralement, oui, moi, j'ai jamais eu à me plaindre de ce côté-là. Maintenant, à Spooks, on est en train d'essayer de recruter des jeunes talents dans le domaine de l'intelligence artificielle, bien sûr. Et pour l'instant, c'est difficile. On n'a pas encore réussi à trouver les bonnes personnes. Donc je ne sais pas si c'est parce que les choses évoluent, si c'est le domaine ou si c'est le fait d'une petite start-up et non pas un gros laboratoire. Voilà notre position. Moi, en fait, nous, on a fait un premier round d'embauche l'année dernière, donc on a réussi. Il se trouve embaucher des gens presque quasi non grenoblois. Sur les 5 embauches, on n'en a que 2 de Grenoble. Donc l'attractivité a bien marché. Après, il y a de plus en plus d'écoles qui forment. Dans la filière ILIA, nous, on est en train d'ouvrir des stages et il y a plusieurs entreprises qui cherchent à embaucher. Donc c'est aussi un problème de demande et d'offre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui que d'offres. Et on est sur des problématiques de recrutement qui sont peut-être un peu générales. Je ne sais pas si c'est national ou purement à Grenoble, mais le fait qu'il y ait cette surdemande à Grenoble fait je pense qu'il y a de la pénurie pour tous les entrepreneurs. Mais c'est valable pour des développeurs informatiques un peu plus classiques. C++, DevOps sont des métiers en tension maintenant. Le constat est le même, exactement le même. C'est-à-dire qu'on a du mal à trouver en effet des personnes, mais ça ne concerne pas les compétences. Ça concerne, je pense, le nombre de personnes formées et bien formées vis-à-vis du nombre d'offres présentes et de l'attractivité des entreprises. Voilà. Est-ce que vous avez des soucis pour retenir les personnes qui sont déjà là et sur l'embauche? Effectivement, vous êtes probablement tous en concurrence parce que vous chassez les mêmes profils. Du coup, est-ce qu'il y a une inflation au salaire des gens ou pas? Est-ce que c'est un problème en fait? On va dire que je suis à 1 an d'embauche, donc j'ai pas encore le problème. Mais néanmoins, je le vois déjà sur les stages. C'est-à-dire que nous, une jeune société, embaucher des stagiaires qui demandent des gratifications supérieures, ça fait un peu mal. Enfin, de façon honnête, je comprends la problématique des stagiaires, mais
c'est aussi un problème entrepreneur de se dire ok, qu'un stagiaire demande plus que la moitié du salaire d'un jeune diplômé, ça fait bizarre pour une personne que l'on va former, accompagner. Et si on réussit à l'embaucher très bien, on sécurise la période d'embauche, mais sinon, c'est un peu déstabilisant. Le constat est le même. Et paradoxalement, l'industrie numérique mondiale est en train de souffrir, on va dire. Il y a pas mal de licenciements, notamment aux US. Est-ce que ça veut dire, est-ce que dans 1 an ou 2, ça va résoudre nos problèmes? Parce qu'il y a peut-être des profils qui vont se libérer. Donc du coup, peut-être plus d'offres que de demandes, et donc résoudre le problème du salarial. Ça veut dire qu'il faut aller chercher au-delà de Grenoble, donc. On est en train de dire que la région est hyper attractive, qu'il y a tout pour développer des entreprises. Donc Andrea est l'exemple, ou Tatiana, vu vos accents, on voit que vous n'êtes pas des purs produits grenoblois. Oh. Je voulais dire, on a fait un exercice assez intéressant il n'y a pas très longtemps sur l'identité grenobloise. On a fait un portrait identitaire. C'est très intéressant parce qu'il y a un point qui est ressorti, que je mets mon double casquette. Personnellement, je suis immigrée ici, mais aussi professionnellement, je travaille sur l'attractivité. Un point que je trouve très vrai, c'est que Grenoble, par rapport à d'autres villes, ressort comme une ville qui est une terre d'accueil, où on se sent bien quand on arrive ici, même en n'étant pas d'ici. L'esprit grenoblois est assez inclusif pour importer des talents et pour justement les retenir. Il y a aussi une vie qui peut se mener du début de sa carrière en tant que stagiaire, en tant que jeune chercheur, mais aussi au-delà, il y a des postes d'importance aussi sur le territoire. Et du coup, les gens, ils peuvent se projeter pendant toute leur carrière et même dans les étapes familiales, c'est-à-dire une vie en centre-ville dynamique pour les étudiants, pour les jeunes sans forcément famille ou en couple, et puis une vie à l'extérieur de la ville qui est très confortable une fois qu'on a une famille. Donc, je ne dis pas qu'on n'a pas des problématiques parfois liées au logement et tout, c'est pas tout rose. Mais par contre, c'est vrai que pour les jeunes qui se projettent plus loin dans leur carrière, il est possible de rester à Grenoble. Et ça c'est assez différent par rapport à d'autres villes comme Paris, où c'est beaucoup plus difficile de se projeter une fois qu'on a une famille. Je vais illustrer ça d'un exemple personnel. Je ne suis pas né à Grenoble, je n'ai pas étudié à Grenoble, j'ai étudié à Lyon. Donc personne n'est parfait. Par contre, j'ai fait toute ma carrière à Grenoble. Dès mon dernier stage s'est fait à Grenoble et tous mes emplois ont été là. Et j'ai une carrière à l'international qu'on peut gérer de Grenoble. Donc on peut illustrer ça facilement. Ouais. Je suis d'accord par rapport à ça. C'est-à-dire que ça peut être le choix de vivre en ville ou de vivre un peu plus loin avec les problèmes de transport que ça peut faire. Enfin, si on veut y aller en vélo, en train quand il fonctionne, ou avec potentiellement des futurs RER interurbains comme ça. On peut tous le rêver. Mais effectivement, ça peut être on peut être citadin ou vouloir vivre, ou même très jeune, vouloir vivre dans la montagne et faire du télétravail, ce qui était moins vrai il y a quelques années. Complètement. J'aimerais qu'on parle un peu du financement de nos entreprises. Donc effectivement, il y a eu quelques belles levées. Est-ce que Grenoble est un territoire où il est facile de lever ou à contrario, il est difficile de lever, d'après vous? Difficile de répondre, on est en train d'essayer de lever. Donc, de mon point de vue et de ma petite expérience, je dirais que les investisseurs possibles sont identifiés, identifiables et ce genre de choses. Par contre, peut-être que ceux qui sont vraiment intéressants ne sont pas nécessairement sur le territoire, en termes de volume financier, ce genre de choses, quoi. À voir. Mais je ne veux pas m'avancer plus que ça. C'est indiscret de te demander le montant de ta levée? Mon CEO n'est pas là. Tu as le droit de ne pas répondre. Hein. Non, ce n'est pas indiscret. La première, on est à 700K. Cette fois-ci, je vais dire pareil. Merci. Donc, ouais, je valide un peu, mais ça, c'est le montant le nombre d'investisseurs. Il y en a, les 2 tiers sont à Paris, et après, le reste du gros tiers, il est ou en Bretagne ou à Lyon. Et effectivement, il n'y a pas de gros fonds ici. Et la vie se passe dans le TGV pour aller à Paris et discuter, rencontrer les fonds qui sont de toute façon parisiens ou lyonnais.
Alors, avec des antennes. Lyon et Paris, je les avais effectivement dans le radar. La Bretagne fait mieux que Grenoble. Ouais, c'est presque aussi en fort présence que de Lyon. fond. Il y a un côté, on va dire, chauvin, propre à la Bretagne. Okay. À Spooks, on veut lever 500 000 euros et on va tout d'abord s'adresser aux business angels grenoblois. Donc on espère très fort que ça marchera. Qui sont au passage, on va leur faire un petit coup de pub, mais ils sont plutôt actifs et dans le paysage des des Angels, pardon. Grenoble est plutôt dans le peloton de tête malgré la relative petitesse du territoire. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est quand même une opportunité. Mais du coup, ils sont plus dynamiques, avec des délais et une proximité qui est propre au tissu grenoblois. Ouais, et puis une bonne compétence aussi, parce que on a la chance d'avoir quelques grands groupes dont les Angels sont majoritairement constitués de ces gens-là, qui ont une belle expertise également. Pour mettre quelques chiffres en face de ça, en dehors des ressentis, depuis 3 ans, je ne sais pas si je vais projeter les slides tout à l'heure, mais je peux vous dire que depuis 3 ans, les dernières 3 ans, sur les territoires, il y avait plus d'1 milliard d'euros qui étaient investis dans nos startups. Ce n'est pas forcément investi sur beaucoup de petites startups, je connais moins bien, mais en tout cas, dans les gros levées de fonds, on est sur des dizaines de millions d'euros. J'ai un petit slide tout à l'heure qui va vous présenter comment ça s'organise. On est capable sur le territoire d'attirer des investisseurs. Après, il y a une vraie question peut-être pour les plus petites startups qui démarrent de la facilité d'accéder à ces investisseurs-là. Moi, ce qui me frappe, c'est quand je vous entends pitcher vos boîtes, vous êtes passionné, vous avez des technos de dingue, et vos premiers tours de levée sont extrêmement faibles. J'ai pas mal bossé dans la baie à San Francisco. Leur premier tour de levée, il est à 10 millions. Alors, on en reparlera juste après, mais ça me frappe, et c'est même pas un reproche, c'est juste un constat. Donc pour moi, les premiers tours de levée en France sont difficiles, et à Grenoble, effectivement, un peu plus compliqué qu'à Lyon ou à Paris, mais on en reparlera. Si je peux me permettre, on le fait à chaud, mais quelle est la définition d'un VC? Venture capitaliste. Ouais. Et en France, on dit capitaux risques. Oui, non, mais j'ai échangé pas mal avec des investisseurs américains en leur disant, mais je ne comprends pas, on a des super boîtes et les capitaux ne viennent pas dans ces boîtes-là. Et en gros, quand toi, Américain, tu viens investir, tu dis, le board, on le met aux US et du coup, nous, on a perdu. Et ils m'ont dit, c'est une différence d'attitude. Effectivement, en France, les investisseurs challenge l'entrepreneur sur quel niveau de risque je prends. Et je ne veux pas prendre de risque. Aux US, leur angoisse, c'est de louper le prochain Google. Donc ils acceptent complètement de poser 10 millions, voire plus, sur une boîte qui va complètement rien faire, parce qu'ils ont peur de louper la pépite qui va effectivement exploser. Et effectivement, c'est une différence d'attitude. Après, avec nos petits bras, je ne sais pas comment on change ça. Mais voilà. Et après, on a la chance en France d'avoir des super outils de financement, BPI France et la région Rhône-Alpes qui aide beaucoup. Mais quelque part, même un investisseur en France dit, est-ce que vous avez déjà fait le tour des subventions que vous pouvez avoir ? Et alors qu'un Américain, vous lui parlez d'un concours, d'une subvention, il ne regarde pas tellement. C'est vraiment pour moi, c'est vraiment un état d'esprit. Ouais, c'est culturel. Ouais. C'est pour ça que ça mettra du temps à changer. C'est un équilibre à trouver entre les deux. C'est exactement ce que je veux dire. Changer la culture, c'est compliqué. On va passer peut-être sur ta petite présentation, Andrea. Donc, on a demandé à Andrea, avant de passer à la deuxième partie de la table ronde, de nous faire un petit paysage effectivement de Grenoble, de son attractivité. Oui. Nous avons la chance au sein d'Investing Grenoble-Alpes d'avoir un observatoire de start-up qui est piloté par ma collègue Morgane Ledaouri, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Donc, je vais prendre un peu ces données pour vous donner quelques... Les slides ne sont pas là. On n'a pas les bonnes slides. Oups. Si, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la source en régie qui n'est pas bonne. Hein. Bouge pas.
il le voit là. Oui, on l'a sur l'écran de retour, mais pas sur les... Et voilà. Parfait. Mets-le en plein écran. Désolé. Alors, juste pour remettre dans le contexte, nous sommes dans une région, nous sommes quand même la deuxième région au niveau population, deuxième région au niveau PIB de la France. On a tendance à l'oublier parce qu'on est tout petit par rapport à... On a l'impression d'être tout petit par rapport à Paris, mais quand même, on est vraiment sur des bases très, très stables au niveau économique dans notre région. Notre population est similaire à la taille de la Suisse ou de la taille de l'Israël. Quand on parle de Startup Nation de l'Israël, ayez en tête que juste notre région fait à peu près la même taille au niveau population. Et nous avons la chance d'être en plus dans un département au sein de notre région qui est vraiment une superstar, considérée une superstar économique, c'est-à-dire que nous avons une économie qui est particulièrement dynamique. Et ça, grâce en grande partie à notre secteur numérique et microélectronique. Donc là, dans les deux secteurs, microélectronique, microtechnologie et logiciel, on est à 40 000 emplois, ce qui fait sur une population de grands métropoles de à peu près 800 000, ce qui fait à peu près 5% de notre population qui travaille dans ces métiers-là, qui est vraiment pas négligeable. Et c'est pour ça qu'on a cette idée, cette impression aussi d'être toujours en train de croiser des gens qu'on connaît, parce que finalement, dans une toute petite zone géographique, nous avons beaucoup de gens qui travaillent dans ces métiers-là. Ça, c'est juste pour dire, nous avons des expertises qui couvrent pas mal de champs, et l'intelligence artificielle, dont on parle aujourd'hui, c'est l'un de ces champs où on est particulièrement bien doté, avec l'un des 4 instituts de l'IA, avec une université qui est très très fort dans l'ingénierie, dans computer science, l'ingénierie informatique, et puis du coup qui a une population croissante des personnes qui sont formées en IA, et je pense que ça, c'était évident ces derniers jours dans les présentations du MIAI. Il y a un grand travail qui se fait autour de cette question de talent. Ça, c'est un mapping qui vous donne aussi l'échelle de nos entreprises et startups qui travaillent en fait dans tous les domaines dans l'IA. Et je souligne que l'IA touche pas mal de domaines aujourd'hui. Et nous avons des acteurs qui touchent tous ces domaines-là. Alors, donc, grâce à notre observatoire Startup, qui prend aussi les données du Scopeye, mais on ajoute nos propres données qu'on tienne à jour, que ma collègue Morgane tienne à jour régulièrement. Donc, on va avoir des données qui vont dans le sens de la précision. Depuis 2000, nous avons la création de 630 startups, 440 qui sont toujours actifs. Quand on parle de notion de risque, je pense qu'il est clair qu'à Grenoble, nous avons énormément de startups en fait, qui réussissent, qui sont toujours actifs, ou bien qui sont acquis par des entreprises. Voilà. Je vais essayer d'aller relativement vite, juste pour enrichir cette conversation. 80% de nos startups sont B2B. Ça aussi, c'est une spécificité à Grenoble. Cette tendance d'être dans le B2B et d'être aussi dans le deep tech. 1 sur 4 est sur le deep tech, selon notre observatoire. C'est un peu plus élevé, j'ai vu, dans les données sur Scopeye. Donc, on doit être quelque part entre 25% et 33%. Et puis, 68% touchent l'intelligence artificielle. Et ça aussi, c'est assez étonnant de voir une grande majorité de nos startups qui touchent l'intelligence artificielle. Nous ne sommes
pas autant sur les applications, en fait, sur les apps, sur les téléphones, mais nous sommes sur des logiciels et sur des programmations qui vont vraiment dans la complexité des choses. Et puis sur cette question d'investissement, je nourris cette conversation avec ce tableau qui démontre, je pense, de façon non discutable que nous sommes de plus en plus sur le radar au niveau des investissements. Ils sont en croissance. Comme j'ai dit, plus de 1 milliard depuis 3 ans. Et pourquoi ? Parce que nous avons eu des grandes levées dans des domaines qui sont assez variés. Je dois le souligner aussi. Nous sommes sur des calories qui sont sur des puces, des faiblesses. Nous sommes sur les Vercor qui sont sur les batteries, Essential Robotics qui est sur le MedTech, Waga Energy qui est sur le biomasse, Aledia qui est sur les écrans LED et McPhy qui est sur l'hydrogène. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une énorme diversité d'entreprises qui ont pu faire des levées de fonds juste impressionnants. Et du coup, par rapport à notre historique qui dépasse en fait tout type d'investissement qu'on a pu voir jusque maintenant. Donc ce constat qu'on n'est pas vu, ou moins vu à l'échelle internationale, moi, j'ai bon espoir que c'est une tendance qui est en train de changer parce que justement, les investisseurs sont en train de se rendre compte à quel point notre terrain de start-up est riche et à quel point les technologies sont sérieuses qui sortent de notre écosystème. Voilà, je vous laisse avec juste le petit... parce que je suis dans l'attractivité, il faut que je le fasse. Qu'on n'oublie pas où on est. Merci beaucoup, Andrea. Je pense que la présentation était éclairante. Si en régie, vous voulez remettre le QR code, parce qu'on va passer à la deuxième partie de la table ronde. Après avoir s'être dit qu'on était heureux et de comprendre les raisons pour lesquelles on est très heureux d'être à Grenoble, maintenant on va se demander qu'est-ce qui pourrait faire, qu'est-ce que vous ne trouvez pas à Grenoble actuellement et que vous aimeriez trouver, et qu'est-ce qui serait de nature à vous faire quitter Grenoble. Donc je vous invite à réagir sur le QR code et j'interrogerai bien nos panélistes sur ce sujet. C'est le moment de passer les messages. Hein. On en a déjà dit quelques mots dans la première partie. C'est vrai que Grenoble est un petit peu isolé. Les 3 heures de TGV, vous les connaissez, j'imagine tous, vous l'avez pu l'expérimenter. Quand il y a un TGV qui saute, ça permet que ça nous empêche de pouvoir arriver avant 10 heures sur Paris et de repartir après 19 heures. Donc à l'échelle de la vie parisienne, c'est un peu dur. Ça limite l'attractivité pour moi, pas forcément pour des talents, mais pour la visibilité. Et pour moi, ça pénalise. Et ça, c'est les transports au sens large, mais vous avez le transport au sens quotidien pour, si votre site il est implanté à Innovalley, des personnes de Voiron, c'est un peu dur. Et encore, limite, Voiron, c'est peut-être plus facile que Vorep, ou qui sont entre les deux, où il y a un train qui peut faire le job. Mais il faut rien qu'avoir les bouchons le matin, c'est impressionnant. C'est moi où j'ai l'impression que ça se dégrade, que ce soit le TGV ou que ce soit le transport quotidien. Pour moi, ça se dégrade. Enfin, en tout cas, ou alors c'est aussi un problème de croissance. Il y a de plus en plus de personnes sur le territoire. Enfin, il n'y a rien qu'à voir. Les personnes, pour se loger, si on veut une maison, en fait, on ne peut pas habiter à moins de 25 km de Grenoble. Ok, ça, je l'entends sur la voiture, parce qu'effectivement, on est un confluent de vallées, donc la place n'est pas extensible. Quand j'ai débuté ma carrière, ça commence à faire longtemps, on avait presque un train, peut-être pas toutes les heures, mais toutes les heures et demie à destination de Paris. On rejoignait Paris en moins de 3 heures, 2h57, c'est pas non plus... Voilà. Là, on est plutôt, en théorie, sur du 3h05. Dans la pratique, on est souvent sur du 3h30 grâce à la garantie G30 que vous connaissez tous. Et surtout, le drame, c'est qu'on n'a plus que 2 ou 3 trains par jour. Et donc, effectivement, on loupe celui du matin, ça nous met en l'air la journée qu'on avait prévue à Paris. C'est juste moi ou c'est un constat Entre les deux, je pense qu'il y a quand même une 5-6, c'était un petit peu provocateur. Mais par contre, il y a le train de 6h et après, il y a le train de 10h. Et donc, un rendez-vous à 10h30, 11h, faut se lever beaucoup plus tôt. Idéalement, il nous faudrait un train en quoi ?
2 heures. En fait, même au niveau attractivité, on va faire l'aspect. Non, mais si on fait l'analogie de ce qui s'est passé pour Marseille, à partir du moment où le TGV a été direct, fiable, beaucoup plus entre Paris et Marseille, la ville a pris une autre dimension, et même avec TGV ou des choses comme ça. Donc, là, il y a aussi le fait, c'est qu'on met plus d'1h30 pour aller à Lyon. C'est-à-dire que des fois, les alternatives, ce que nous propose la TGV, c'est prenez un TER qui met 1h30, vous avez 20 minutes qui va être en retard, avec 20 minutes de battement pour aller à Paris. Ça devient délirant. Et il y a aussi un autre sujet, plus international, c'est que l'aéroport, on n'est pas trop mal, on va dire, parce qu'on est à un peu moins d'1 heure quand on est bien placé en région grenobloise, mais avec les pouvoirs publics pensent que, par exemple, un Lyon-Paris, ça peut se faire qu'en TGV. Mais quand on habite à Grenoble et qu'on va à l'aéroport de Lyon en 45-50 minutes, eh ben, c'est pas la même chose que d'aller à la gare de Lyon-Pardieu. Donc il y a un problème que moi je ressens sur je comprends au niveau de l'impact pollution et écologie, j'en ai bien conscience, mais moi j'ai peur que dans 5 ans il y ait un peu moins d'attractivité internationale à cause de ce hub de Lyon qui va devoir diminuer. L'exemple c'est Lyon-Lille par exemple aussi. En fait, ce que j'observe, et on n'est pas là pour faire le procès de la SNCF, hein, c'est clairement... voilà. Il y a énormément de métropoles qui sont à 2 heures de Paris, et pas que des métropoles proches. Hein. Strasbourg, je crois que c'est 1h30, Bordeaux, ça doit être 2 heures, Lille, c'est 1h20, je crois, ou 1h15. Effectivement, Lyon, c'est 2 heures. Grenoble est très, très isolé. Et effectivement, là où je te rejoins, c'est que je vois pas mal d'entreprises qui font le choix de pas Grenoble, au profit pas nécessairement de Lyon, mais par exemple d'un Valence, qui est effectivement sur la ligne Paris-Marseille et qui est très prédictible. Donc voilà. Donc, ok, transport. D'autres veulent s'exprimer sur les transports ou... Non, pas sur les transports. Moi, je voulais aborder un autre point. La qualité de vie, l'attractivité. Alors, c'est les montagnes, bien sûr. C'est les salles de spectacle. C'est les restaurants, les terrasses, etc. Mais la qualité de vie, c'est aussi pouvoir se promener dans n'importe quel quartier, à n'importe quelle heure, sereinement et en toute sécurité. Et ça, c'est pas vraiment le cas, et ça se sait. Donc, je pense que c'est un problème aussi. Ok, je ne sais pas si, Andrea, tu as des stats là-dessus ou pas. Est-ce que j'ai des stats sur la criminalité? En fait, est-ce que c'est, enfin, la question, c'est est-ce que c'est juste un a priori ou c'est ce que c'est un fait? Alors, parce que vu de Paris, effectivement, il y a eu 2-3 choses qui se sont passées à la Villeneuve, et à chaque fois qu'on allait à Paris, on nous disait oulala, vous vous êtes pas fait agresser en venant, quoi. C'est sûr qu'on bénéficie aussi d'une mauvaise réputation au niveau national, qui n'est pas partagée d'ailleurs au niveau international. C'est marrant. C'est pas du tout la vision qui ont les internationaux de Grenoble quand on parle avec eux. Mais au niveau national, Grenoble, est-ce qu'elle mérite cette réputation? J'aurais besoin des stats pour vraiment vous le dire. Mon avis, c'est non. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de villes en France où on évite certains quartiers à certains moments de la journée. Ça, c'est assez classique. Et d'ailleurs, ce n'est pas que en France. Je viens de New York. Je suis bien placée pour dire qu'il y a certains endroits aussi à New York où on ne passe pas à certains moments de la journée. Donc, je pense qu'au niveau national, il y a aussi peut-être une attention trop importante à ce point-là. Si on n'est pas dans certains quartiers, si on n'est pas déjà impliqué dans certaines activités, je pense que le risque de craindre vraiment, par exemple en plein centre-ville, qu'on se fait piquer le portefeuille, je pense que c'est le même risque qu'on court à Paris, à Lyon, à Grenoble. Bon. Après, sur les questions de transport, je voulais juste rebondir en disant, on a toujours les deux faces, hein, le noir et le blanc. On est dans les montagnes. On a les avantages d'être un peu isolé parce que c'est un avantage de certains côtés. On peut sortir plus facilement dans la nature. On est peut-être aussi moins embêté par les circulations très très importantes qu'on peut avoir dans certaines villes très touristiques. Donc il y a ces avantages-là et que ça vienne avec des désavantages qu'on ne peut pas avoir le transport qui est aussi relié que ça l'est avec des grandes métropoles. Ceci dit, je voulais mettre en lumière qu'il y a deux choses. D'une part,
on a une proximité non seulement à Lyon, mais aussi à Genève pour les avions. Moi qui viens de New York, je peux vous dire que je mets autant de temps pour faire Grenoble-Genève que ce que je fais en arrivant à JFK et en allant peut-être 20 km jusque chez mes parents. Au niveau circulation, ça roule bien. D'autre part, il y a aussi beaucoup de bruit autour de cette idée de RER autour de Grenoble pour aussi faciliter les déplacements. Je pense que ça, c'est une souffrance aussi, les déplacements périurbains à Grenoble pour aller d'une vallée à une autre. Donc, il y a clairement une volonté politique d'aller dans ce sens dans les années à venir pour essayer de rendre l'accessibilité plus facile d'une vallée à une autre. Vas-y. Non, c'était simplement pour dire que malheureusement, une réputation, c'est ce qu'il y a de plus dur à effacer, en parlant de la criminalité. Après, le sujet sur lequel je voulais échanger, ça concernait, on a vu la région tout à l'heure, on parle que de Grenoble. Je suis désolé, je reviens sur... mais ce qui me manque ici, c'est justement cette vue sur la région. J'ai horreur des esprits de clocher, donc je comprends toujours pas, même en étant né à Lyon, qui est cette guéguerre de clocher. Donc j'aimerais qu'on puisse travailler sur la région au moins, quoi. Et puis, mais même en parlant de la région, quand vous habitez en Nord-Isère, je peux vous dire que c'est un peu comme les Lyonnais voyant Grenoble, les Grenoblois voient le Nord-Isère comme les Lyonnais voient Grenoble. Donc c'est quelque chose qui mettra un certain temps à bouger, c'est comme les réputations, mais il faut qu'on arrive à penser plus global que ça, quoi. Voilà. Et d'intervenir, Biopôle, tout ça. Enfin, bref. Ouais, même en élargissant, parce que tu as cité Lyon, Grenoble, mais il y a Valence, il y a Chambéry, il y a un peu moins Annecy, mais il y a des énormes enjeux. Il y a une dynamique, je crois, à Chambéry, mais je le crois. Et en fait, c'est encore plus proche que Lyon et rien, en fait. Effectivement, sur Annecy, ça ne parle pas à vos thématiques, mais je pense que ça va parler sur de l'animation. Hein. Il y a le CITIA tous les ans, c'est l'équivalent du Festival de Cannes qui se déroule à Annecy tous les ans. Il y a tous les distributeurs de films, il y a tous les gens qui font les effets spéciaux, etc. Donc, effectivement, il ne faut pas qu'on oublie les Savoyards et les Hauts-Savoyards. Et Valence. Vous avez cité Valence. Tu as entièrement raison, ça ne se résume pas à 2 centres, quoi. Bien au-delà, quoi. Ça va bien au-delà. On ne va pas tous les citer, mais bon. Après, on focalise sur les transports, mais c'est aussi ce qui crée la proximité des acteurs dans Grenoble. Parce que, c'est une théorie qui est toute personnelle et qui est réellement qu'on pourrait challenger facilement, hein, mais je pense que ça vient, l'esprit grenoblois d'accueil, etc., il vient au fait que les gens étaient repliés sur eux-mêmes parce que pas accessibles sur le reste du monde. C'est un peu l'esprit montagnard, etc., d'entraide, de collaboration, qui est assez unique à Grenoble. Donc, quelque part, cet inconvénient, c'est peut-être aussi ce qui fait notre force par ailleurs. Donc, ceci dit, je suis comme vous, je souffre tous les matins dans les transports et je râle tous les matins en disant quand est-ce que je vais y arriver. Et peut-être que le TER, là, le RER, peut-être. Je rebondis aussi une dernière fois sur cette question de réputation parce que je pense que nous avons une responsabilité collective aussi d'être ambassadeur de Grenoble et ne pas perpétuer en fait ces réputations-là, d'être assez juste dans notre parole parce que, comme vous avez dit, on fait énormément de travail autour de la notion de réputation au niveau national, au niveau de notre agence. Et c'est très difficile en fait à changer le point de vue des journalistes parce que c'est facile de créer des polémiques, c'est facile de vendre des journaux quand on crée des polémiques. C'est plus difficile à défaire des idées des personnes une fois qu'ils sont faits. On fait un travail là-dessus, mais à nous tous aussi d'être ambassadeurs et d'être juste au niveau national quand on va dans des conférences, quand on va à l'international aussi, de montrer aussi ce qui est super à Grenoble et de ne pas donner non plus cette impression qu'on est un berceau de criminalité, parce que je pense que honnêtement, c'est pas mérité comme réputation pour être tout à fait objectif. Personnellement, désolé de ramener à moi, mais je me suis toujours fait agresser en dehors, en dehors de Grenoble, et particulièrement aux US, où j'ai loupé une sortie, et c'était à Miami en l'occurrence, mais bon, voilà, pour la petite histoire. Il y a un sujet qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas du tout adressé là, dans votre liste, au niveau de l'hébergement de vos startups.
Donc je ne sais pas où vous avez... J'ai entendu Tarmac, j'ai entendu Biopolis. Je ne sais pas, Scopaï, vous êtes dans l'université. Est-ce que vous avez des attentes ou c'est des hébergements pérennes, ou est-ce qu'il va falloir... Je sais qu'il y a un petit sujet sur Biopolis, donc c'est le moment de passer le message aussi. Effectivement, on a certaines facilités au démarrage. Il y a des sites, Linxium peut faire un petit peu d'hébergement au début, si je ne me trompe pas. Il y a le Tarmac, il y a Biopolis, mais il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux, c'est-à-dire que vous avez cité Aledia qui vient d'annoncer leur nouveau site, Vercors qui a son nouveau site, mais entre les deux, il y a une espèce de grand creux. Et on n'a pas de solution aujourd'hui. Et même l'enjeu d'un site comme Biopolis, qui est là de transition, d'amorçage, et en fait, beaucoup de locataires n'ont pas d'option de sortie. Le creux, il est en sortie d'incubateur. En fait, je suis créé. Sortie d'incubateur ou au bout de 3 ans. J'ai été hébergé Tarmac, Biopolis, etc. pendant quelques temps. Et c'est le après où il y a le creux. Exactement, parce qu'après, on est encore dans des phases de croissance, de moyens limités. Signer un 369, un bail 369, qui a un coût énorme, qui nous donne peu de flexibilité, c'est pas compatible avec une jeune société. Autant je porte le voix de l'attractivité, autant je suis tout à fait en accord avec ce constat, surtout en ayant voyagé à l'international où en fait ils ont trouvé des solutions à ces problèmes-là, des locations qui sont plus courte durée, des lieux en fait de ligne pilote aussi. Nous avons un problème de première industrialisation et des espaces pour la première industrialisation. Il y a des efforts. Je souligne, par exemple, InnoEnergy, ils ont maintenant un lieu qu'ils ont mis à disposition qui essaie de recréer cette facilité, location de bureaux au mois, location d'espaces industriels au mètre carré, au prix du mètre carré. Donc, il y a le début de cette idée. Je pense que le Tarmac y réfléchit aussi sur ces questions-là. À nous aussi de continuer à insister sur ces points-là parce que je pense que c'est très important, effectivement, de développer ces espaces-là. Je pense qu'il y a d'autres régions qui ont pu le faire, mais c'est aussi un problème d'emplacement, de locaux disponibles. Et en fait, on paye aussi le fait qu'il n'y a pas un endroit où on peut construire un bâtiment. On a parlé de Vercors. Donc Vercors, effectivement, ils ont implanté leur usine de production dans les Hauts-de-France, je crois. Parce qu'effectivement, il n'y avait pas assez de place ici. Et c'est la main-d'œuvre telle qu'on l'a ici, qui est plutôt technicien supérieur, ingénieur, docteur, etc., ne correspondait pas à une usine de production. Donc ils avaient un problème de terrain et probablement un problème également de présence de main-d'œuvre. Je veux juste mentionner sur ces sujets, donc il y a le logo France 2030, donc j'en parle. Donc France 2030, c'est un grand chapeau de financement public pour les entreprises. Et effectivement, même si on peut regretter que les investisseurs te demandent, il faut en profiter, parce que c'est quand même de l'argent à prendre pour votre développement. Dans France 2030, c'est la première fois où ils se préoccupent d'industrialisation. Avant, on se préoccupait beaucoup de R&D, mais peu de mise sur le marché, parce qu'il y a des règlements européens qui font que c'est pas possible. Il y a un appel à projet qui s'appelle Première Usine. Donc c'est des subventions pour acquérir des terrains, pour monter des bâtiments, pour acheter des matériels, pour des lignes de production. Donc c'est dans la mouvance, relocalisons, etc. Ça peut peut-être aider dès lors que vous avez un peu de production. Effectivement, si vous êtes faiblesse ou pur intellectuel, enfin pur logiciel, ce ne sera pas... Voilà. Mais... problème Biopolis, j'entends, sur les entreprises qui sont moins dépendantes de clean room ou de choses un peu compliquées, c'est un problème l'hébergement à Grenoble ou pas? Que ce soit Scopaï, vous êtes toujours à l'université? Oui, c'est ça. Pour l'hébergement, je pense que oui, c'est plus important ou c'est peut-être plus un problème pour les entreprises qui ont vraiment les productions, donc les choses physiques, les choses de matériel. Plutôt que les startups de logiciels, ça a besoin moins de place, c'est aussi plus flexible pour faire du télétravail. Donc c'est pas un souci pour vous, c'est pas un souci pour Scopaï du coup. Pas beaucoup, je pense. Et pour Spook? Pour l'instant, c'est pas un souci pour nous. On s'est créé, on a commencé à bosser ensemble en début de pandémie, donc on
on a profité des outils de visio et de ce genre d'outils de communication. Et puis, comme on est dans le domaine du logiciel, il y a un certain nombre de boîtes qui existent. Je suppose que ça se fait en France, mais ça se fait aux États-Unis de toute façon, où des boîtes de plus d'une dizaine de personnes travaillent à la maison et ça marche très bien. Et au niveau coût, c'est peut-être pas plus mal. En tout cas, pour commencer, pas de problème. C'est le seul point positif qu'on retiendra de la pandémie. Ça nous a appris à travailler en virtuel. Donc, en ce qui nous concerne, on n'a pas de problème de logement. Par contre, ce qui me manque personnellement, c'est de centraliser, de croiser des personnes qui travaillent dans le même domaine que moi, ce genre de choses. Alors, c'est un peu antinomique avec le fait de foisonner et d'avoir d'autres domaines d'activité très intéressants aussi. Mais j'aimerais croiser davantage de personnes là où je suis, ou en tout cas qu'on ait un lieu ou un site internet, ou les deux, ou je ne sais quoi, qui permettent d'échanger plus couramment que... Tu es hébergé où aujourd'hui ? Au village Baïséa, pas très loin d'ici. Ah oui, donc c'est pas thématique, effectivement. Ouais. Enfin, il y a des gens, mais c'est moins thématique que le police. Mais c'est même pas nécessairement que thématique. Alors après, c'est difficile de regrouper des personnes de domaines d'activité très différents. Mais cette centralisation-là, elle me manque quand même, quoi, vraiment, quoi. Ok. Je vois qu'on est en train de toucher la fin de la table ronde. Peut-être si vous pouviez nous afficher les mots-clés, comme ça on pourrait demander à nos panélistes de réagir, s'il y a des choses qui vous surprennent ou pas. Je vous les laisse regarder s'il y en a certains et vous voulez réagir. Donc, je vois qu'on a distingué écosystème et expertise, ce qui est sorti effectivement de notre... sur les points positifs. Je vais réagir en forme de boutade sur le moins de bouchons. J'aimerais bien qu'on ait plus de bouchons, mais comme les bouchons lyonnais à Grenoble, parce qu'on n'a pas une gastronomie très développée. On l'avait mentionné, vous ne l'avez pas fait ressortir, mais on l'avait mentionné dans la préparation en disant parfois, quand on reçoit un top exec américain, on a du mal à le loger hypercentre parce qu'il n'y en a plus de gros hôtels. Je crois que le seul qui reste, c'est l'hôtel du Parc qui est souvent complet. Donc ça peut être aussi un mini problème. Je rajoute juste, parce que ça c'est un axe qu'à l'agence, nos collègues qui travaillent sur le tourisme et l'accueil des événements professionnels, ils ont beaucoup travaillé avec, numéro 1, les hôteliers qui... Pour les grands hôteliers, je crois qu'il y a pas mal de rénovations qui sont prévues pour améliorer l'offre, le Mercure et compagnie, pour améliorer l'offre. Donc ça, déjà, c'était des discussions dures pour améliorer. Et puis, pour créer de nouveaux, je vous incite, il y a plusieurs lieux qui viennent d'ouvrir. Il y a Rocky Pop, qui est un nouveau site, c'est rue Strasbourg, qui est un nouveau site d'accueil, un peu dans sa globalité. On innove, hein, on essaie de nouvelles choses. Il y a une partie hôtel, mais il y a une partie aussi restaurant. Il y a une partie accueil d'événements. Il y a un after work. Donc, allez découvrir. Il y a aussi le Babel Community, qui va se construire, qui va être rénové en fait sur les collines pour aller à la Bastille. Et ça aussi, c'est un lieu qui va être multi-usage. Ça va être pour le cowork, pour, je crois qu'il y aura des appart-hôtels dedans, il y aura de la restauration. Donc, on essaie de lancer... On a entendu en fait ce critique ces dernières années et on essaie d'y répondre à notre façon et avec le temps qu'il faut pour répondre. Mais c'est difficile parce que c'est des acteurs privés aussi, les hôtels. Donc on a une marge de manœuvre mais qui doit être négociée, mais on y travaille. Comme quoi nos messages sont parfois entendus. Je vous remercie beaucoup. Je crois qu'il y avait un dernier mot, Tatiana, non ? Oui, je fais une observation de nos HDMO. C'est intéressant, à mon avis, que les premières, les études de Grenoble, on voit que les gens sont plus d'accord. On a l'écosystème et l'expertise qui sont les grands points, tandis que dans un autre HDMO, on a les différents points d'eux. Donc, on n'a pas quelque chose qui qui est dominante. Voilà, oui, c'est vrai, c'est étonnant. Il me reste juste à vous remercier pour votre participation, à vous souhaiter une bonne fête de fin d'année. Et puis, je crois qu'il y a une pause et un buffet dans la salle Mont-Blanc, il me semble. Manel, c'est ça ?
Ok. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée. Merci. Merci Philippe.